Le chef du gouvernement qui planche sur le projet de loi de finances de 2027. Le chef du gouvernement, c'est bien évidemment notre Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui présentera son projet de budget pour la France en Conseil des ministres fin septembre, le 30. Sans majorité à l'Assemblée à 8 mois de la présidentielle, il assume par avance un budget de compromis, un objectif de déficit revu à 4,9% du PIB. Un budget de compromis. Gilles Boutin, vous qui êtes journaliste économique, c'est de la responsabilité politique ou un simple renoncement à réformer? C'est forcément un renoncement à réformer puisqu'il ne le peut pas. On ne s'attendait vraiment pas à une grande ambition pour 2027 compte tenu du fait que les marges de manœuvre sont extrêmement réduites. On l'a déjà vu lors du vote précédent. Et en plus de ça, il y a énormément d'inconnus autour de ce budget, puisque celui-ci arrive juste avant l'élection présidentielle, et on ne sait pas comment vont se positionner les partis, notamment à gauche et le RN. Est-ce qu'ils vont vouloir en profiter pour à nouveau se montrer comme des opposants farouches à la politique du gouvernement, ou alors est-ce qu'ils vont vouloir se débarrasser de la question du budget pour que celle-ci ne vienne pas parasiter la présidentielle et qu'on les accuse en retour d'avoir bloqué. Parce qu'il faut quand même préciser que si on n'a pas de budget dans les temps, on se retrouve avec une loi spéciale. Et avoir une loi spéciale qui dure longtemps, c'est extrêmement mauvais puisqu'on ne change rien aux politiques en cours. Ni l'assiette de l'impôt, exactement. Ni on indexe, on indexe et là, pas. On a notre déficit qui repart à la hausse. Et là, ce serait dramatique, un message très négatif envoyé aux détenteurs de notre dette. On aurait donc les taux souverains qui exploseraient. On est un petit peu en dessous de 4% en ce moment. On ne sait pas à combien ça pourrait exploser, mais en tout cas, le service de la dette serait extrêmement lourd, donc on devrait rembourser des intérêts toujours plus lourds. Donc voilà, c'est ça qui se profile. Alors il y a beaucoup d'incertitudes sur les choix que vont faire les opposants à Sébastien Lecornu. Donc ce que doit faire Sébastien Lecornu, c'est effectivement au moins de son côté contribuer à désamorcer. Il ne peut pas proposer de vastes réformes. Et par exemple, si je peux me permettre, sur l'année blanche, qui a été un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Donc l'année blanche sur les prestations sociales et notamment sur les retraites. Désindexation. Le gouvernement, donc David Amiel, le ministre des Comptes publics, ainsi que Roland Lescure, ont été amenés à en parler, mais plus sous l'effet médiatique, parce que la question est sur la table. D'après les échos que j'ai, à Matignon, Monsieur Lecornu n'en veut pas en fait. Il veut bien tenter, il veut bien essayer, mais si ça bloque, il va pas insister sur ce sujet-là. Donc il va tenter d'autres voies pour faire des économies. Lui, il parle de ni hausse ni création d'impôts. Alors ça aussi, c'est une belle phrase, c'est tout ce que les Français aiment. Ça c'est beau, mais ça veut pas forcément dire... Mais à 8 mois des présidentielles, vous savez, on obtient beaucoup de choses. Par exemple, est-ce que le fait de maintenir la surtaxe d'IS, d'impôt sur les sociétés, qui a généré 7 milliards l'année dernière, est-ce que ça c'est une hausse ou est-ce que c'est une non-hausse, sachant qu'elle est exceptionnelle, cette taxe. Oui, mais en théorie, elle ne devrait pas être... Oui, elle a déjà été reconduite, effectivement. Mais voilà, il va jouer là-dessus. On se doute bien qu'elle va être maintenue. Enfin, ça me semble évident. Et en revanche aussi, baisser ce qu'on appelle les dépenses fiscales, c'est-à-dire les niches. C'est une forme d'impôt. Voilà, dans les faits, les gens ils vont le ressentir comme une hausse d'impôt. Bien sûr. Donc vous pouvez jouer sur les mots et il a encore quelques latitudes du côté des prélèvements. Donc. Avant de poser une question à Vincent Roy, juste pour mettre un tout petit peu de perspective, quand on dit un objectif de déficit revu à 4,9% du PIB, est-ce que vous pouvez m'expliquer comme si j'avais justement moins de 15 ans et que j'avais pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux? On est sur une trajectoire là, de déficit. Donc on avait complètement explosé les compteurs en 2023-2024. On était à 5,8% de PIB en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, on a baissé à 5,1. Donc là, 5,1, c'est environ 150 milliards de déficit. Donc l'idée, c'est de réussir à faire baisser progressivement via des efforts, donc hausse de fiscalité d'une part et des économies par ailleurs, faire en sorte que ce déficit se réduise petit à petit. Et après, il y a différentes raisons à cela. C'est pour, encore une fois, envoyer un bon signal aux gens qui détiennent de notre dette, puisque à l'inverse... Ceux qui vont nous reprêter de l'argent aussi. Oui, voilà, parce que à l'inverse, si on laisse filer notre déficit, ça envoie le message que nous ne savons pas tenir nos finances publiques et que à terme, dans un horizon plus ou moins lointain, nos prêteurs vont se dire que la France n'est pas en mesure de potentiellement lui rendre
son argent. Donc c'est un jeu de confiance. Et puis après, la réduction du déficit, c'est aussi l'enjeu, c'est aussi d'être capable tout simplement de financer le fonctionnement de notre État et d'investir. Or, pourquoi on cherche à le réduire au maximum, ce déficit, et à repasser sous les 3%, c'est précisément pour arrêter la hausse de notre endettement, réussir à terme à faire en sorte de baisser aussi notre charge de la dette, donc de pas avoir un poste de dépense trop élevé pour rembourser les intérêts de la dette, et donc de pouvoir reprendre en main tout simplement notre avenir, et d'être capable de décider dans quoi on va investir ou non. Parce que là, tel que les choses filent, on va de moins en moins décider de ce qu'on fait de notre avenir. Merci professeur Boutin. Vincent Roy. Et la question est éminemment politique. Je ne pense pas que là, en septembre, octobre ou novembre, on va recommencer la comédie de l'an dernier. Je crois que les objectifs des partis politiques ne sont pas ceux-là. C'est maintenant, en droit fil, de la présidentielle. Oui, puisqu'on voit plus loin, en fait. On voit après la présidentielle. Ouais, donc là, je pense que des accords, même si... ce que je veux dire, c'est que ce qui serait le pire, c'est qu'il n'y ait pas de budget. On est tous d'accord sur cette question. Donc, pour pouvoir aller tranquillement à la présidentielle, tout le monde va s'accorder pour qu'il y ait un budget. Je pense que ça ne va pas ruer dans les brancards comme c'était le cas l'an dernier. Et parce que je pense que ça a moins d'importance. Ce qui est important, c'est la présidentielle. Donc, on va essayer d'aller à la présidentielle avec un budget et les partis politiques ne vont pas forcément bloquer. Et Vincent Roy, c'est d'ailleurs sur ça que compte Sébastien Lecornu. Il l'a dit, oui. Mieux vaut un budget de compromis et des candidats qui diront « Votez pour moi, on vous le corrigera ». Ensuite, en mai, c'est ça, que de mettre le pays complètement dans le ravin. Je le paraphrase. Ce projet, un budget, donc sert-il vraiment à quelque chose? On peut se poser encore la question. Non, il sert. C'est un budget d'apparat, c'est juste pour faire beau. Oui, il sert à quelque chose. Pourquoi? Parce que si il n'y a pas de budget, c'est pire. Donc, des deux solutions, celle-ci, pour le coup, est la meilleure. Absolument. Si on ne fait rien, effectivement, ils l'ont prévenu. Les 4 économistes ont rendu un rapport à la demande de Bercy pour faire des simulations, notamment, et montrer où nous mènerait l'inaction. Et aussi de donner un peu du diagnostic et des propositions. Et ça, ils l'ont indiqué. À Politique Inchangée, on dépasse les 6% à nouveau de déficit. La dette file, la charge de la dette, de toute la manière, la charge de la dette, elle est partie pour augmenter. En 2030, on sera à 120 milliards. Alors qu'actuellement on est autour de 70 milliards. Enfin, c'est monumental, on ne se rend pas compte à quel point on ne pourra plus financer nos différentes politiques. Donc c'est responsable de la part de Sébastien Lecornu de dire on essaye de maintenir une trajectoire... Irresponsable. Non, responsable. Oui. C'est une trajectoire descendante, même si c'est très lent. Oui, et les partis politiques y verront leur intérêt. Donc, en fait, wait and see. Oui, voilà. Alors, un qui wait and see pas forcément, c'est Gabriel Attal, lui, qui compte présenter un contre-budget, Vincent. Oui. Et ce sera fin août à Blois. Et il va demander au gouvernement de se positionner sur ses propositions. Oui. Là aussi, il est dans son rôle. Oui. La démarche qui intrigue... Le gouvernement n'est pas obligé non plus. Oui, bien sûr. De toute façon, il peut faire ce qu'il veut, Gabriel Attal. Après, et le gouvernement aussi. Mais la démarche qui vient du propre camp, entre guillemets, large, d'Emmanuel Macron, mais ça paraît surprenant. Ah oui, mais vous avez vu qu'ils n'étaient plus très amis. Ils ne sont plus trop copains. Non, ça marche plus très bien entre eux, et donc là, Gabriel Attal veut véritablement faire cavalier seul. On va voir, c'est pareil ça. Vous savez, ce qu'on appelle le bloc central. On ne sait plus d'où il commence et où il finit. C'est-à-dire, c'est l'auberge espagnole, le bloc central. Vous voyez, ça va de Monsieur Glucksmann à Monsieur Retailleau. Donc il y a tout le monde dans le bloc central. Est-ce qu'il va rester, au final, autant de candidats qu'il y a actuellement sur le papier dans ce bloc central? Je n'en sais rien. Est-ce que M. Attal ne va pas s'effacer derrière, je ne sais pas qui, moi, Édouard Philippe parce que, je vous annonce, dans le bloc central, un nouveau personnage qui risque d'arriver, c'est M. Hollande. Ah, c'est le comeback de Hollande. J'y pensais, j'en parlais justement avec mon équipe. Attendez, et ça fait partie, à mon avis, de celui qui va sortir du chapeau. Parce que, à mon avis, il pleut aux Français qui rassure les Français. Oui, mais là, attendez, ça change tout.
Ça change tout parce que vous avez un personnage fort, très fort, à gauche qui est Monsieur Mélenchon. On peut supposer que si Monsieur Hollande arrive, il siphonne un petit peu Mélenchon. Vous voyez, voilà. Donc, et alors que devient si Monsieur Hollande arrive? Que devient Monsieur Glucksmann? Alors pour me remettre de l'ordre dans tout ça, il ne vous a pas échappé que Monsieur Bayrou disait il faudrait faire une primaire. Bon, alors son idée a fait long feu. Il faudrait faire une primaire du bloc central. Alors une primaire. Les socialistes veulent faire une primaire juste pour eux. Donc, non mais voilà, et voilà, et tout de suite le Parti socialiste a dit non, etc. Mais quid de la place de Monsieur Glucksmann si Monsieur Hollande arrive? Quid des chiffres de Monsieur Mélenchon si Monsieur Hollande arrive, etc., etc. Mais ça, c'est tout le sel des pré-campagnes. Oui, mais il faut attendre de voir, parce que l'arrivée de Monsieur Hollande change radicalement la physionomie même de la campagne. Bon, on a digressé un peu sur le sujet, on va terminer là-dessus. Gilles Boutin, avant le journal de 20h, justement. Ce que dit Vincent Roy, ça vous inspire? Ce serait le retour du vieux monde, donc avec François Hollande, je veux dire, c'est compliqué de séduire. Mais Gabriel Attal, c'est le même problème qui se pose à lui, puisqu'il a participé au gouvernement, il a été Premier ministre. Oui, mais il ne veut pas qu'on lui dise. Il ne veut pas qu'on lui rappelle. Oui, il ne veut pas qu'on lui rappelle, mais les faits sont têtus. Et il est un peu comme un Sarkozy en 2006-2007. Il faut créer la rupture, une rupture sereine avec ce qui a précédé. Donc il faut tuer le père sans que ça se voit trop. Et à cet égard, il cherche à être disruptif. Il propose des choses. Il est extrêmement actif pendant tout l'été. Il veut ringardiser Édouard Philippe. C'est-à-dire que c'est comme une fable de La Fontaine. Je sais que vous aimez beaucoup La Fontaine, Vincent. Et les deux sont comme un animal. Il faudrait trouver à laquelle ça correspond bien, mais lequel va se faire rattraper parce qu'il a trop tardé et que l'outsider finalement lui taille des croupières. Eh bien, je laisse justement nos auditrices et nos auditeurs réfléchir à quel animal cela pourrait concerner.